Donc, la dernière fois, on a commencé avec une séquence sur l'introduction de la notion de patrimoine. On a vu un peu comment l'idée de la préservation du patrimoine s'est développée, on va dire, dans le monde des idées, chez les intellectuels. Et aujourd'hui, on va continuer un peu ce développement chronologique, mais dans le cadre législatif, c'est-à-dire voir comment ces idées qui ont émergé autour de la nécessité d'intégrer la protection du patrimoine comme un intérêt, comment dire, une action d'intérêt général, comment elle s'est formalisée dans le droit. Et donc, comment elle s'est formalisée dans le droit et comment elle s'est traduite en termes d'outils de protection, puis ensuite d'outils d'aménagement. Voilà avec le diaporama, voilà. Donc, on va parler dans un premier temps du Code du patrimoine qui, en fait, est un code qui est relativement récent, hein, puisque avant il existait dans diverses codifications, code de l'urbanisme, code de l'environnement, etc. Et des lois qui n'avaient pas été réunies dans un code. Et ce code a été créé donc simplement en 2011. Et il a vocation à regrouper l'ensemble des dispositions qui existent en matière de droit du patrimoine, qui se sont développées et enrichies tout au long du XXe siècle. Donc, le Code du patrimoine est divisé en 7 livres, hein, comme tous les codes, et chacun des livres, en fait, reprend un peu les grands axes des différents thématiques patrimoniales, hein, les archives, les bibliothèques, les musées, l'archéologie, les musées, les espaces protégés, et également, chose un peu inattendue, la question de la qualité architecturale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ministère de la Culture, il est organisé dans la direction des patrimoines. La question de l'architecture est intégrée dans la direction des patrimoines. Quelque chose qui est assez récent, qui a une quinzaine d'années. Précédemment, la question de l'architecture dépendait plutôt du ministère de l'écologie aujourd'hui, hein. À l'époque, c'était le ministère de l'aménagement. Et en 96, l'architecture est passée de l'aménagement à la culture. Il y a toujours ce balancier entre l'architecture, est-ce que c'est de l'aménagement ou est-ce que c'est de la culture? Donc, si on reprend juste l'intitulé, le préambule de ce Code du patrimoine dans sa définition du patrimoine, il nous dit que le patrimoine s'entend au sens du présent code de l'ensemble des biens immobiliers ou mobiliers relevant de la propriété publique ou privée qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. Il s'entend également, il intègre également les éléments du patrimoine culturel immatériel. Ça, c'est quelque chose qui est assez récent, c'est-à-dire la dimension patrimoine culturel immatériel, on le verra, hein, c'est une notion qui a émergé plus récemment dans l'expansion progressive de la notion de patrimoine. On en est ensuite arrivé plus récemment à la notion de patrimoine culturel immatériel. Et aujourd'hui, enfin tout récemment, il y a même eu une loi sur le patrimoine sensoriel. Tout ce qui est les sons de la campagne, les cloches des églises, les animaux, etc. Voilà. Bon, c'est un peu anecdotique, mais c'est quand même intéressant de noter que ça a quand même fait l'objet d'une loi. C'est-à-dire qu'avec le phénomène de retour des urbains à la campagne, il y a eu cette loi qui a été créée pour dire qu'il y avait des bruits qui existaient et qui avaient qui avait une légitimité à exister. Donc, si on repart on va dire, de la loi socle, on va dire, pour le patrimoine et principalement la question des monuments historiques, c'est la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. C'est vraiment la loi fondamentale qui aujourd'hui est codifiée dans le Code du patrimoine et notamment dans l'article L621-1 qui définit la notion de monument historique. Donc, on en a un petit peu parlé la dernière fois, hein.
Un monument historique, c'est un bâtiment qui présente soit un intérêt historique, soit un intérêt artistique et qui est protégé au nom de l'intérêt général. Dans la foulée, en 1930, il y a eu une loi, on l'avait dit la dernière fois, qui a été calquée sur la loi de 1913, mais qui, elle, s'appliquait aux espaces naturels, aux sites inscrits et classés. Donc là, la définition était un petit peu la même, sauf qu'à la question de l'art et de l'histoire, on a ajouté la dimension scientifique, légendaire ou pittoresque. Donc aujourd'hui, cette loi de 1930, elle est codifiée dans le Code de l'environnement, mais il y a évidemment un lien avec le Code du patrimoine. C'est-à-dire il y a tout un tas de procédures qui dépendent du Code de l'environnement qui sont rappelées dans le Code du patrimoine et d'ailleurs également aussi dans le Code de l'urbanisme. Tout ça pour dire que, en fait, cette question de la protection, de la préservation, elle n'intéresse pas que le Code du patrimoine, elle intéresse les trois codes, patrimoine, environnement et urbanisme. Si on continue donc dans le déroulé chronologique, en 1943, il y a une loi sur la notion des abords de monuments historiques, mais en fait qui est héritée de toute la réflexion en amont, hein, de tout ce qu'on a évoqué la dernière fois à la fin du 19e siècle et ensuite au début du 20e siècle et dans l'entre-deux-guerres, toute cette réflexion sur la notion de patrimoine et d'espace protégé. Donc là, c'est l'idée qu'un monument historique isolé n'a pas de signification, que la question de ses abords constitue un intérêt au titre du monument historique. Donc c'est l'article L621-32 du Code du patrimoine qui dit que lorsqu'un immeuble est situé en abord, enfin, pardon, dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet de modifications que s'il a fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable. Voilà, donc c'est vraiment l'article qui introduit l'idée de contrôle, on va dire, des abords du monument historique dans l'intérêt de la cohérence entre le monument historique et ses abords immédiats. Si on continue en 1946, donc il y a le décret qui crée les agences des bâtiments de France pour en fait gérer cette question des abords de monuments historiques avec la notion de covisibilité. Alors là, je suis désolé, il y a eu un loupé sur la diapositive qui illustrait la notion de covisibilité, non-covisibilité. C'est-à-dire que en 1946, le législateur a institué la notion d'abord de monument historique. La notion d'abord de monument historique, elle répond à deux conditions. D'une part, la distance, c'est-à-dire l'idée qu'il faut que les travaux d'aménagement soient à moins de 500 mètres du monument historique. C'est la première condition pour être en abord de monument historique. Et la deuxième condition, c'est qu'il y a un lien visuel, une relation visuelle entre l'emplacement où il y a les travaux et le monument historique. Et donc, c'est en fait ce lien visuel qui va permettre d'évaluer la notion de cohérence ou d'atteinte portée au monument historique. Dans la période des 30 Glorieuses, hein, on l'avait vu un peu la dernière fois, c'est vraiment une période de basculement de l'architecture traditionnelle dans l'architecture moderne avec la généralisation de la préfabrication qui a été expérimentée d'ailleurs avant même que la guerre soit terminée. Hein. Et donc qui a créé vraiment un basculement, une vraie transformation de la manière d'aménager, de construire et d'aménager le territoire. Et donc, c'est un phénomène qui a vraiment incité à développer en parallèle, un peu de manière défensive, la question de la protection de l'environnement. Quand je dis protection de l'environnement, ça veut dire du patrimoine, mais également de la nature, des paysages, bref, du cadre de vie. Donc, de manière un peu connexe, en 1959, il y a la création du ministère de la Culture,
Donc, avant, c'était juste un secrétariat d'État. Là, en 59, on donne vraiment une place prépondérante à la question de la culture. Et en parallèle, la notion de monument historique est progressivement remplacée par la notion de patrimoine. Dans les textes législatifs, progressivement, on voit apparaître la notion de patrimoine en complément de celle de simplement le monument historique. En 54, il y a à l'échelle internationale l'adoption par l'UNESCO de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Donc là, c'est pareil, hein, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale avait vraiment eu un impact, on va dire, sociétal, enfin, sur la question de la destruction du patrimoine, avec des destructions très importantes à Varsovie ou au Havre en France, ou enfin bon bref, tout un tas de villes détruites et bombardées. Donc, une prise de conscience à l'échelle internationale de cette question de la fragilité du patrimoine face aux conflits armés. En 1960, donc là c'est sur la diapo, une loi du 22 juillet 1960 qui vient du ministère de l'Agriculture, qui institue les parcs nationaux. Donc c'est une loi qui est inspirée des parcs nationaux américains, hein, qui ont été créés, eux, dès le 19e siècle, à Yellowstone, Yosemite, etc. Et donc là, en France, on s'est dit, on va faire la même chose pour des ensembles naturels monumentaux pour lesquels il y a besoin de préserver ce caractère des risques d'altération par des aménagements, et notamment la question des stations de ski, hein, évidemment, qui se sont développées à cette époque. Voilà, donc là, c'est la définition. Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes lorsque le milieu naturel, la faune, la flore, le sol, l'atmosphère, les eaux, le paysage et, le cas échéant, le patrimoine culturel. Vous voyez, la question de patrimoine culturel vient vraiment en second rang. Et le patrimoine culturel présente un intérêt spécial qu'il importe d'en assurer la protection en le préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution. Vous voyez, donc là, on est vraiment dans une notion très large, hein, qui intègre également la question de la biodiversité. Donc ça, cette question, cet outil, on va dire, parce qu'aujourd'hui, c'est encore un outil, hein, qui est utilisé. Il y a des parcs nationaux qui sont encore créés, relèvent du Code de l'environnement. Il y a à peu près 11 parcs nationaux aujourd'hui en France, et le premier parc national qui a été créé en 1963, dans la foulée de cette loi, c'est le parc national de la Vanoise. Donc en général, hein, ce sont des parcs qui sont dans des espaces de montagne, enfin, des espaces où il n'y a pas vraiment trop d'aménagement. Deuxième grande loi des années 60, c'est la loi sur les secteurs sauvegardés. Donc, on en a un petit peu parlé la dernière fois, il y avait eu une question. Donc, la loi sur les secteurs sauvegardés, là aussi, elle vient un petit peu en réaction, d'une part, à la question de la démolition par la Deuxième Guerre mondiale de tissus urbains très importants, mais également par un risque d'altération par une deuxième démolition qui est celle de la reconstruction. C'est-à-dire qu'il y avait des projets de reconstruction qui prévoyaient, dans le cadre de leur aménagement, une démolition qui n'avait pas forcément été réalisée par les bombardements. Donc, si on lit, hein, la définition de cette loi, hein, des secteurs dits sauvegardés, lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique, donc on y est toujours sur la notion de artistique et historique, de nature à justifier la conservation, la restauration ou la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble bâti d'immeubles, peuvent être créés et délimités par décision de l'autorité administrative et par décret du Conseil d'État. Donc c'était vraiment l'idée que c'est un outil qui est piloté par l'administration centrale. C'est vraiment, à l'époque, aujourd'hui ça a pas mal évolué, mais à l'époque c'était vraiment un décret en Conseil d'État
qui créent ces secteurs sauvegardés. En parallèle à cette loi, il y a eu ce qu'on a, enfin, intégré dans cette loi, pardon, il y a eu tout un dispositif financier qui a permis d'engager la restauration immobilière. Ce sont des avantages fiscaux qui sont attribués aux opérations de rénovation immobilière. Donc, cette loi de 1962, elle est importante à 3 titres. D'une part, simplement, la première qui est la protection du patrimoine, mais elle est également importante dans l'idée que elle est là aussi pour rendre ce patrimoine utilisable et habitable. C'est-à-dire qu'un secteur sauvegardé, il va remplacer le document d'urbanisme, c'est un document d'aménagement, donc qui va s'intéresser à toutes les questions de planification et d'aménagement. Et dans un troisième temps, il va permettre en fait de lutter contre l'habitat insalubre, puisque ces dispositions fiscales, elles ont aussi vocation à améliorer la question de l'habitabilité, la question de l'habitat qui est souvent particulièrement difficile dans des tissus urbains très denses, dans lesquels il n'y a pas forcément une facilité d'habiter. Donc, cette loi sur les secteurs sauvegardés, elle crée un outil de gestion de ces centres urbains qu'on appelle le plan de sauvegarde et de mise en valeur, le PSMV. Donc, le PSMV, comme je vous disais, c'est un document d'urbanisme. Aujourd'hui, il se substitue au PLU, il fait fonction de document d'urbanisme sur le périmètre qu'il occupe. Et il est constitué de 3 pièces principales. Un rapport de présentation, c'est vraiment comme un PLU en fait. Un rapport de présentation qui va partir d'un diagnostic pour définir des enjeux et définir des orientations de protection et d'aménagement. Et en principe, il doit reprendre, quand il y a un PLU qui précède le plan de sauvegarde et de mise en valeur, il doit reprendre les orientations du projet d'aménagement et de développement durable du PLU et le traduire en orientation particulière en termes de protection et d'aménagement de ce tissu urbain spécifique. Ensuite, il y a un plan de zonage, c'est ce qu'on voit un peu à l'écran. Donc là, c'est le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux. Donc avec une légende bien particulière qui va identifier à la parcelle l'intérêt patrimonial de chacun des bâtiments et donc définir le degré de protection de chacun des bâtiments jusqu'à en proposer en fait des démolitions de bâtiments. Donc c'est ce qu'on voit en jaune sur ce plan. C'est-à-dire que dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur, on ne fait pas que protéger, on est là aussi pour réfléchir à une manière un peu globale d'aménager, enfin d'améliorer l'habitabilité du centre historique par de la destruction. En général, ce sont des destructions qui sont dans des cœurs d'îlots, puisque ce sont des tissus urbains hyper denses où la densification c'est souvent développée par agrégation et donc rend les cœurs d'îlots très difficilement habitables, voire vraiment dans des conditions de taudis. Et donc, c'est vraiment l'occasion de faire des opérations qu'on appelle des opérations de curetage. Donc, le curetage, c'est ce qu'on a en jaune sur cette image, ce qui est une action quand même très comment dire, interventionniste de la part de la collectivité, puisque ça intervient sur la propriété privée. Et souvent, ces éléments en jaune sont des biens qui sont des biens privés, mais qui sont frappés d'une servitude de démolition. Donc, ça veut dire que ça va quand même impacter la valeur immobilière de ces biens. Quand quelqu'un achète un immeuble qui a une partie en jaune dans lequel il peut y avoir une salle de bain ou je ne sais quoi, il achète une partie un élément bâti qui, un jour ou l'autre, peut faire l'objet d'une démolition. Voilà. Et puis donc, dernier élément, c'est un règlement, comme dans un règlement du PLU, sauf que c'est un règlement qui est un petit peu plus précis. Il reprend la nomenclature du PLU, mais il est un petit peu plus précis dans ses prescriptions.
Voilà, donc si on a un petit peu de temps, on essaiera de regarder un petit peu plus en détail comment est construit un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ok. Dans la foulée, pardon, oui, Jean, vous avez une question? Oui, j'ai une question. Quand vous dites que ça, qu'on repère les éléments à intérêt patrimonial, est-ce que c'est par rapport aux caractéristiques architecturales et esthétiques dont vous avez parlé tout à l'heure, ou il y a d'autres caractéristiques? Euh, non, c'est essentiellement les caractéristiques artistiques et historiques. Hein, toujours l'idée qui est dans le code du patrimoine, on protège du patrimoine pour son intérêt artistique ou historique, essentiellement. Mais c'est vrai, vous avez raison de poser la question. La grande nouveauté qui est introduite par ces plans de sauvegarde et de mise en valeur, c'est que ça va jusque dans les intérieurs. Donc, certains immeubles qui relèvent de la protection la plus importante ont leurs intérieurs qui sont protégés. C'est-à-dire qu'à l'époque de Malraux, on constatait, enfin, on était parti aussi de l'idée que ce qui faisait la qualité d'une ville, c'était à la fois son architecture, mais également son tissu urbain. C'est-à-dire que dans la trame urbaine, dans la constitution urbaine, il y a vraiment une valeur patrimoniale. Et enfin, troisième niveau, que souvent dans les intérieurs, il pouvait y avoir aussi des intérieurs de très haute qualité patrimoniale. Voilà, donc, souvent, enfin, si on reste sur l'exemple de Bordeaux, hein, souvent on a des immeubles de négociants très importants dans lesquels les intérieurs ont des décors très, très remarquables qui, avant que le PSMV ne soit mis en place, pouvaient être démontés, vendus chez des antiquaires, etc. Donc là, l'idée, c'est de dire que la ville la ville historique, pardon, forme un tout qui est déterminé à la fois par la structure de son tissu urbain, par la qualité architecturale de ses façades et par la qualité patrimoniale de ses intérieurs. Voilà. Ok, merci. Donc, si on reste dans la chronologie des années 60, hein, mais là, cette fois-ci, à l'échelle internationale, il y a un autre texte très important, on avait évoqué aussi un petit peu la dernière fois, qui est la Charte de Venise, qui a été écrite, rédigée en 1964, à l'occasion du deuxième congrès international des architectes et techniciens des monuments historiques. Hein. Vous vous souvenez, on avait déjà parlé de ce congrès qui s'était réuni une première fois à Athènes en 1931, en même temps que la même année en tout cas que les architectes du mouvement moderne. Et donc là, en 64, ils se réunissent une deuxième fois et ils rédigent la charte d'Athènes qui devient un peu la référence, on va dire, à l'échelle internationale en matière de doctrine de restauration du patrimoine. Donc cette charte d'Athènes, on en a beaucoup parlé récemment au moment de la reconstruction de Notre-Dame, où dans les débats, les historiens et les conservateurs ont beaucoup remis en avant cette question de la charte de Venise, qui, en gros, pour la résumer très très rapidement, demande que la restauration des monuments historiques privilégie la restauration du dernier état connu. Donc là, en gros, par exemple, si on prend l'exemple de Notre-Dame de Paris, l'idée, c'était qu'après l'incendie, il fallait éviter de reconstruire, par exemple, dans l'état de la cathédrale comme elle pouvait être au Moyen Âge. Voilà. On va faire une petite pause. Oui, pardon. Oui, allez-y, hein, la pause. Enfin, ça laisse pas de place, par exemple, sur Notre-Dame, la plaie de l'Évêque-Duc, enfin, s'il avait suivi cette doctrine, il n'aurait pas laissé place, par exemple, à cette flèche, par exemple. Enfin, je veux dire, est-ce que